Pour débattre justement, on va refaire un peu le débat avec Gabriel Catala, député La France Insoumise du Val d'Oise. Bonjour. Bonsoir. Et puis on va évidemment avoir à nos côtés une députée de Ensemble pour la République qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est de coutume, parfois les députés font la photo avec le ministre quand un texte est adopté. Éléonore Carrois nous rejoint dans quelques minutes. Pas d'unanimité ici à l'Assemblée, mais quand même une très très forte majorité, 436 voix pour, 60 voix contre. Il y a quasiment que les Insoumis, Gabriel Catala, qui ont voté contre. Est-ce à dire que tout le reste des groupes politiques étaient d'accord pour dire qu'il faut renforcer certains moyens pour lutter contre le narcotrafic? Alors d'abord, nous n'avons pas peur d'être seuls, puisque sur de nombreux textes, nous avons voté contre seuls, saisi le Conseil constitutionnel seul, et le Conseil constitutionnel nous a donné raison puisqu'il a censuré des mesures, et ensuite la France a pu être remise en cause par les Nations Unies sur certains textes qui portaient atteinte aux libertés fondamentales. Et les socialistes et les écologistes pourraient aussi saisir le Conseil avec vous. Ils vont sûrement saisir avec nous, mais pas sur un nombre d'articles aussi conséquent que notre groupe. Et je voudrais dire qu'il y a quand même deux groupes, les écolos et les communistes, qui se sont abstenus. Tous les groupes ont quand même des critiques sur de nombreuses mesures. Nous, la différence, c'est que lorsque dans un texte, il y a des mesures très graves, attentatoires aux droits et libertés, notamment la création des quartiers hautement sécurisés qui reprennent un modèle qui a été supprimé par Robert Badinter il y a 40 ans, ça suffit pour voter contre. Donc on ne va pas dire que parce qu'on est favorable à quelques mesures à l'intérieur, notamment on est favorable au statut des repentis qui a été créé par ce texte, mais qui sera effectif que s'il y a des moyens qui sont mis en face, c'est pas parce qu'on est favorable à certaines choses qu'on ne va pas se voter contre, puisqu'il y a quand même un très grand nombre d'articles qui posent problème, et l'ensemble des associations, la Défenseur des droits, la Commission nationale des droits de l'homme, les ont dénoncés. On va voir ce qu'ont pensé les socialistes de tout ça, puisqu'on le disait, c'est une initiative qui vient d'un sénateur socialiste. Les socialistes ont finalement voté le texte, mais avec certaines réserves. On va retrouver Roger Vico, qui était un des rapporteurs du texte. Il est au micro de Marco Pommier. Oui, Roger Vico, vous étiez rapporteur sur ce texte. Il y a eu quand même beaucoup de tergiversations dans votre groupe sur ce texte. Fallait-il le voter ou pas? Vous l'avez finalement voté. Vous êtes satisfait? Oui, parce que ce texte était nécessaire. Il y a une urgence. Le rapport d'Étienne Blanc et de Jérôme Durain au Sénat, 600 pages, extrêmement documenté, a montré qu'il y a une absolue nécessité et une urgence absolue de se donner les moyens de lutter contre le narcotrafic. Donc c'est pas un texte qui nous convient totalement, bien entendu, mais c'est un texte nécessaire dans lequel il figure plusieurs avancées, bien entendu. Il y a certains points qui ne vous conviennent pas. Lesquels? Redites-les. Oh, il en reste, je vais dire 3. Le régime carcéral voulu par Gérald Darmanin, qui continue à nous poser problème. Le dossier coffre, mais aussi, bien entendu, ce qu'on appelle le dossier coffre, c'est-à-dire le procès verbal distinct. C'est-à-dire que la défense n'a pas accès à toutes les pièces du dossier. Et puis, les expulsions locatives des familles de narcotrafiquants. Ce sont les 3 points sur lesquels nous continuerons à nous battre, notamment en commission mixte paritaire la semaine prochaine. Et si jamais en commission mixte paritaire, ces points, ces mesures étaient confirmées, que fera le groupe socialiste? Nous saisirons bien entendu le Conseil constitutionnel, car je reste persuadé que certaines de ces mesures ne passeront pas la barre du Conseil constitutionnel, notamment sur certains aspects du régime carcéral de haute sécurité voulu par le garde des Sceaux. Merci beaucoup Roger Vico, merci pour cette réaction. Merci beaucoup Marco Pommier. Éléonore Carrois, vous êtes députée apparentée au groupe Ensemble pour la République. Votre circonscription, c'est les Français de l'étranger, l'Amérique du Sud. Et vous nous disiez tout de suite, vous vous êtes abstenu sur ce texte. Un signe qu'il y avait quand même des interrogations, même au sein du bloc gouvernemental. Pourquoi avez-vous pris cette décision ? Oui, tout à fait. Alors, je tiens d'abord à préciser que je suis très minoritaire, peut-être même la seule. On va regarder les résultats du vote à m'être abstenue. On aura le scrutin public d'ici quelques minutes. Absolument. Et moi, je l'ai fait parce que j'ai une position quand même particulière, et c'est quelque chose que j'ai fait encore une fois à titre personnel. Comme vous le disiez, je suis députée des Français qui habitent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et donc, dans cette région du monde, la lutte contre le narcotrafic est une réalité. C'est d'ailleurs la principale lutte et le principal enjeu pour nombre de pays qui sont dépassés par ces mafias internationales qui parfois sont plus puissantes que les États eux-mêmes. Et j'ai pu voir certaines choses qui ne marchaient pas. L'ultra-centralisation, l'ultra-répression, à mon sens, ne marche pas toujours. Et donc, il y avait dans ce texte un manque d'équilibre, à mon sens, et certaines dispositions très particulières sur lesquelles j'étais opposée, mais il y avait aussi des choses avec lesquelles j'étais d'accord. C'est pour ça que j'ai pris cette décision qui n'est pas toujours évidente, qui consiste à s'abstenir et qui envoie en réalité un signe lorsque, comme vous le savez, le processus législatif n'est pas terminé. Il y aura encore des discussions en commission mixte paritaire
paritaire et l'idée c'est que ce texte puisse sortir amélioré et que, in fine, je sois en mesure de le voter. Puisqu'on voit que les socialistes ont aussi des réserves, il y aura des discussions sur la commission mixte paritaire et puis Gabriel Catala en parlait, il y aura aussi le Conseil constitutionnel qui s'exprimera certainement et on sait que dans le cadre d'une proposition de loi, les choses sont moins verrouillées qu'un projet de loi. Gabriel Catala, on va revenir en détail sur différentes mesures, sur ces quartiers de haute sécurité que vous dénonciez. La justification du gouvernement et donc de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, c'est de dire on a des réseaux, des trafiquants qui continuent depuis leur prison à gérer leur réseau, à commanditer parfois des crimes. On a aussi parlé beaucoup de l'évasion de Mohamed Amra et dit voilà, il faut absolument mettre ces gens-là dans des quartiers sécurisés, avoir des fouilles renforcées, éviter les parloirs, etc. Est-ce que pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette solution? On n'est pas obligé d'agir uniquement sur un volet répressif pour lutter contre la corruption. Si M. Darmanin voulait lutter contre la corruption en détention, il peut par exemple mieux former les surveillants, en mettre plus, respecter l'encellulement individuel qui devrait être respecté dans notre pays depuis 1875 et qui est bafoué tous les jours, lutter contre la surpopulation. Il ne s'agit pas forcément que de la corruption des surveillants, il s'agit du fait de gérer il va parler toujours des mêmes exemples, ils ont des téléphones, etc. Mais je veux dire, saisir les téléphones des détenus, faire entrer des téléphones, c'est les missions des surveillants qui peuvent les confisquer et c'est d'autant plus avantageux lorsque les personnes ont accès à leur téléphone, qu'on connaît le numéro, qu'elles ont accès au téléphone en cellule et là elles en seront privées avec les quartiers haute sécurité et que les services de renseignement de l'administration pénitentiaire peuvent les écouter. Là, quand on regarde les quartiers haute sécurité créés par M. Darmanin, déjà ils sont dénoncés par toutes les associations qui défendent les droits de l'homme dans notre pays, la Ligue des droits de l'homme, la CNCDH, Amnesty International, l'OIP, etc. C'est un modèle qui a été supprimé il y a 40 ans, ça veut dire qu'on revient en arrière et qu'il y a 40 ans on avait franchi le pas de mettre fin à ce type de traitement qui selon la Cour européenne des droits de l'homme sont des traitements inhumains et dégradants et c'est pas rien. Et le fait est que quand on regarde les détails, non seulement ça peut s'appliquer aux personnes condamnées mais aussi aux personnes en détention provisoire, c'est-à-dire présumées innocentes et c'est sur décision du garde des Sceaux lui-même, c'est-à-dire ce n'est même pas un magistrat indépendant qui prend une décision. Avec des recours possibles, il est possible de faire un recours administratif mais il est quand même avéré qu'une autorité administrative, un ministre, prenne une décision aussi attentatoire à une liberté fondamentale alors que c'est l'autorité judiciaire, selon notre constitution, qui est la gardienne de la liberté individuelle, est problématique. Ensuite, ce genre de quartier qui rendent les personnes complètement folles, et c'est pareil, les spécialistes qui le disent, ne vont pas favoriser l'insertion et la réinsertion des gens. Or, une peine, elle est à la fois là pour sanctionner la personne qui est condamnée, mais elle est aussi là pour favoriser son insertion et sa réinsertion, et je ne vois pas comment, en maintenant les personnes dans un tel isolement, avec un tel traitement, on peut œuvrer pour leur réinsertion. Éléonore Carrois, sur ces quartiers de haute sécurité, Gérald Darmanin l'a dit lors des débats, c'est un régime carcéral difficile, effectivement, mais pour lui nécessaire. Il parle pas d'isolement, d'étanchéité avec le monde extérieur pour éviter justement qu'il puisse y avoir des échanges entre les détenus et le monde extérieur. Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant et c'est important de rappeler ce qui s'est passé. On avait un texte qui a été modifié par un amendement gouvernemental, un amendement de Gérald Darmanin. C'était un texte d'origine sénatoriale. On a tendance à l'oublier, on a tendance à dire que c'était le texte des ministres. Proposition de loi votée à l'unanimité, présentée par un sénateur de droite, un sénateur de gauche, votée à l'unanimité, où il n'y avait pas cette question des quartiers de haute sécurité. Exactement. Gérald Darmanin fait un amendement et crée cette disposition-là. Le débat parlementaire ici, à l'Assemblée nationale, a permis de modifier certaines des dispositions qui étaient prévues dans l'amendement de Gérald Darmanin. On est passé, par exemple, d'un placement pour une limite de 4 ans à 2 ans, c'est-à-dire divisé par de moitié. On a bien insisté et eu la garantie d'un accès à l'avocat, ce qui est quand même fondamental. On s'est interrogé sur la question sur le régime des mineurs, etc. Donc il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites lors du débat en hémicycle. Moi, j'aurais préféré que la décision de placement dans ces quartiers de haute sécurité soit faite par un magistrat judiciaire. C'est finalement le garde des Sceaux qui prend cette décision dans la version actuelle de la loi. Mais là, on voit que le débat parlementaire, que les questions que les parlementaires se posent légitimement, sans qu'on soit dans la caricature blanc, noir, pro, contre, permettent d'avancer et d'améliorer un texte. Et sur ce principe de créer ces quartiers sécurisés, on sait qu'il y a 2 prisons qui ont été choisies. Gérald Darmanin, pour l'instant, dit que ça pourrait concerner 600, 700, le haut du panier des narcotrafiquants. Pour vous, c'est nécessaire de couper les liens
franchement, avec le monde extérieur, un peu plus franchement? Oui, moi je ne suis pas défavorable à la création de prisons spécialisées dans les conditions très dures pour permettre justement de couper les liens avec l'extérieur lorsque c'est dans des cas extrêmement précis, mais que c'est défini par la loi. Pas seulement on nous le dit, ce sera tant de personnes. Quels sont les critères objectifs qui vous permettent d'être mis dans ces quartiers ultra sécurisés? Pour combien de temps? Qu'est-ce qui vous permet d'en sortir aussi? Parce qu'une fois que vous êtes rentré, quels sont les recours possibles? Et tout ça, ça a été précisé très largement dans le débat parlementaire. Et je précise aussi que le garde des Sceaux avait saisi le Conseil d'État en amont de nos discussions, ce qui nous a permis aussi d'avoir ces éléments qui n'étaient pas, je veux dire, on pouvait les prendre ou les laisser, mais qui étaient aussi des éléments intéressants pour la discussion. Peut-être sur la procédure justement parlementaire, on l'a rappelé, ça ne faisait pas partie de la proposition de loi du Sénat, ajouté, mais éclairage du Conseil d'État, qui lui, en tout cas à ce stade, disait qu'il n'y avait pas d'inconstitutionnalité pour l'instant, qui a émis quelques réserves sur la durée notamment. Alors on a bien compris que vous étiez contre, mais est-ce qu'effectivement le débat parlementaire a peut-être permis de soulever quelques questions, permis d'améliorer certains points? Alors il a permis d'atténuer les choses les plus graves, mais le fait est que cet article pose quand même un très gros problème. C'est pas parce qu'on a divisé par deux la durée, quand même être placé à l'isolement pendant 2 ans, coupé de sa famille avec des fouilles systématiques tous les jours, être privé, avoir une glace devant le parloir, etc. Être privé d'activité, c'est quand même un énorme problème. Le Conseil d'État a été saisi, certes, mais le Conseil d'État ne rend qu'un avis. Parfois, le Conseil d'État a dit que des dispositions étaient constitutionnelles et respectaient le droit européen, etc. Et les textes ont ensuite été intégralement censurés par le Conseil constitutionnel. Et le piège de tout faire reposer sur le Conseil constitutionnel aussi est problématique, puisque le Conseil constitutionnel, on voit que sa composition aujourd'hui, qui est celle d'hommes et femmes politiques, pour la plupart nommés par Emmanuel Macron, notamment M. Ferrand qui a rejoint le Conseil récemment, n'est plus forcément un garde-fou pour toutes les lois qui lui sont soumises. On a vu certaines lois, moi par exemple la loi séparatisme, typiquement, il y avait des dispositions que le Conseil d'État nous signaler comme étant potentiellement inconstitutionnels, et finalement le Conseil constitutionnel les a validés avec des arguments que moi je trouvais un petit peu légers. De la même manière qu'il a validé les drones qui permettent aujourd'hui de surveiller les manifestations, et au prétexte qu'ils avaient des garanties suffisantes, et on voit que les garanties, l'information au public, etc., la proportionnalité, tout ça n'est absolument pas respecté. Allez, on verra une fois que le Conseil constitutionnel, il faut déjà qu'il soit saisi et qu'il rende sa décision. Allons voir ce qu'en pense le Rassemblement national. Michaël Taverne était à la tribune, il a défendu la position de son groupe et on le retrouve, celle des 4 colonnes au micro de Marco Pommier. Oui, Michaël Taverne, ce texte pour lutter contre le narcotrafic, il va dans le bon sens pour le Rassemblement national. C'est pour ça que vous l'avez voté il y a quelques minutes dans l'hémicycle. Oui, bien sûr, c'est un texte qui ne résoudra pas tout, mais il va incontestablement dans le bon sens, puisqu'il vise justement à donner des moyens supplémentaires à nos enquêteurs, à nos magistrats, aux agents pénitentiaires également, et aux douaniers. Donc je pense qu'il faut effectivement créer une dynamique pour lutter efficacement contre le narcotrafic, mais au-delà de cela, la criminalité organisée qui gangrène notre pays depuis maintenant un certain nombre d'années. Ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Il y a l'enquête parlementaire sénatoriale qui a mis en avant effectivement cette problématique, que c'était vraiment un fléau qui s'aggravait sur le territoire. On voit notamment avec l'expansion du trafic dans nos zones rurales, où je suis élu par exemple, des trafics dans des villages de 300 habitants, ça nous inquiète véritablement. Mais ensuite, voilà, c'est un texte qui va dans le bon sens, puisqu'il vise justement à donner des moyens supplémentaires, avec notamment des techniques d'enquête particulières utilisées par les enquêteurs pour suivre, je le rappelle, le haut du spectre, des criminels qui organisent des assassinats, qui font du trafic d'armes, des extorsions, blanchiment d'argent. Donc c'est la raison pour laquelle le Rassemblement national, en responsabilité, comme il le fait toujours, quand un texte va dans le bon sens, il le vote dans l'intérêt de la France et des Français. Quand vous entendez la gauche s'inquiéter de certains points qu'ils estiment parfois liberticides, on parlait des quartiers de haute sécurité tout à l'heure en plateau, on parle aussi du dossier coffre, ce procès verbal distinct, qu'est-ce que vous dites à la gauche? Eux, ils disent il n'y a pas assez de moyens, c'est ça le problème. Alors déjà, la gauche ne vote pas les budgets qui sont votés à l'Assemblée nationale justement pour donner des moyens supplémentaires. Je rappelle juste que la loi d'orientation sur la justice donnait des moyens supplémentaires à l'administration pénitentiaire. La gauche ne l'a pas voté. Donc il y a un moment, il faut être cohérent. Mais surtout, en fait, on vise le haut du spectre.
on vise les criminels, je le dis, qui organisent des assassinats, qui font du blanchiment d'argent, qui font du trafic d'armes. Donc bien sûr qu'il y a une question de moyens, mais il y a aussi une tactique et une stratégie à mettre en place. Par exemple, les quartiers de haute sécurité, on est obligé d'en arriver là parce que pendant des années, il y a eu un laxisme généralisé où il y avait des couteaux qui étaient justement apportés aux détenus, lors des parloirs notamment, des produits stupéfiants apportés par drone, etc. En fait, il y a eu un laxisme généralisé. Donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'on est obligé d'en arriver à ces mesures, mais qui sont mises en place dans de grandes démocraties. Par exemple, en Italie, ça existe depuis 40 ans, ça fonctionne très bien. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire de mettre ça en France, mais très sincèrement, sur les libertés individuelles, tout est sous le couvert d'un magistrat. Donc on a un état de droit, on respecte l'état de droit. Merci beaucoup, Michael Taverne. Merci beaucoup Marco Pommier. On va parler d'une autre des mesures qui avait fait longuement débat, celle du dossier coffre ou PV distinct. Les avocats notamment s'opposaient à cette mesure. Éléonore Carrois, vous êtes avocate de profession. Et qu'est-ce qui vous dérange? En fait, là, il s'agit, si on a compris les motivations des ministres, de dire il faut que certains actes de procédure soient mis à l'écart, qu'on ne dévoile pas exactement comment on obtient sa tête preuve, à quelle heure on a posé un micro, comment on a fait, etc. pour protéger les enquêteurs, les indiques aussi. Pourquoi vous, cette mesure vous dérangez? Parce que vous avez un principe justement dans un état de droit qui est l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. Évidemment que lorsqu'on se dit on est en train de penser à des narcotrafiquants qui sont ultra dangereux, on a envie de se donner tous les moyens, et moi je suis pour qu'on se donne tous les moyens, mais tous les moyens légaux, c'est-à-dire tous les moyens dans la mesure du respect de ce principe-là, qui est le principe du contradictoire. Et d'ailleurs, moi je suis très surprise d'entendre ce député du Rassemblement national faire la défense de l'état de droit alors même que eux, finalement, aujourd'hui, contestent une décision de justice qui, elle, a été prise, la décision de justice qui condamne Marine Le Pen à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, et au paiement d'une amende et à l'inéligibilité. Ça a été pris avec une parfaite égalité des armes entre la défense et l'accusation. Alors je pense que ce principe-là, ce principe du contradictoire et de l'égalité des armes doit s'appliquer en toutes circonstances. Je vous donnerai la parole, Gabriel Catala, sur le dossier coffre, mais un dernier détour par la salle des 4 colonnes pour voir ce qu'en pense Charles de Courson, député Lyotte de la Marne. Charles de Courson, tout votre groupe Lyotte a voté pour ces propositions de loi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème très grave qui est que le narcotrafic est en train de gangréner la France. Et que les grands réseaux de narcotrafiquants ont des moyens considérables et utilisent des technologies qui sont en avance par rapport à ceux qui sont chargés de les démanteler et de les arrêter. Et donc on avait besoin d'un texte qui permette à la police, à la gendarmerie d'être efficace dans la lutte contre le narcotrafic. C'est le parquet national financier affecté au narcotrafic, c'est-à-dire un parquet national spécifique, car beaucoup de ces trafics sont des trafics internationaux. C'est pas un malheureux groupe de gendarmerie ou de policiers dans une ville qui est capable de le faire. Ça, donc on a donné à la police et à la gendarmerie, je pense, les moyens de lutter plus efficacement contre le narcotrafic, mais dans le respect des libertés publiques. Oui, parce qu'on l'a vu au fil des débats, il y avait cette question des libertés publiques. Vous aussi, vous aviez des interrogations. Vos inquiétudes ont été levées finalement ? C'était pas des inquiétudes. Nous n'aurions pas voté comme nous avons voté s'il n'y avait pas eu toute une série d'amendements qui soient encadrés. Les mesures proposées, par exemple tout ce qui est écoute à distance, etc., est encadré avec un encadrement avec des magistrats, ou la suppression pure et simple, notamment sur le problème des réseaux cryptés. Donc ça vous convient, ça n'est pas dans le texte in fine, donc ça c'est un motif de satisfaction. Donc, si vous voulez, il y a quand même un vrai respect des libertés publiques. Nous avons toujours défendu cela, mais aussi de l'efficacité des services chargés de la lutte contre les narcotrafiquants. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. Sur cette question du dossier coffre, Gabriel Catala, vous comprenez les interrogations suscitées, notamment relevées par les avocats. Certains magistrats disaient, eux, que c'était indispensable, parfois, pour mener des enquêtes à bien. Alors, je ne sais pas quels magistrats ont dit ça, mais l'ensemble des professions, les professionnels de la justice, les avocats, les magistrats étaient davantage opposés à cette mesure qui porte atteinte au droit de la défense, au principe du contradictoire, et qui a été longuement commentée, alors que d'autres, qui sont aussi très graves dans ce texte,
textes l'ont été dans une moindre mesure. Par exemple, je pense à l'extension de la loi renseignement de Bernard Cazeneuve, alors que le Parlement n'a eu aucune information sur l'application de cette loi depuis 2015, sur son utilité, sur qui elle a permis de surveiller. Je pense à cette disposition qui heureusement a été supprimée sur la fin du chiffrement des conversations, et nous avons eu raison là aussi de voter contre. Aussi Charles je pense à la création du PNACO, un nouveau parquet, alors qu'il y a une juridiction dans notre pays qui s'appelle la JUNALCO, qui est déjà la juridiction qui lutte contre la criminalité organisée, qui manque de moyens, qu'on a déjà des juridictions interrégionales qui s'appellent les JIRS, qui pareil font face à une pénurie de magistrats et de greffiers comme toute la justice en France. Et je voudrais revenir sur les quartiers de haute sécurité, parce qu'on a oublié quelque chose aussi, c'est que ces quartiers ne s'appliquent pas aux dangereux narcotrafiquants, ils s'appliquent à la criminalité organisée. Or, dans la criminalité organisée, on va compter des infractions comme l'association de malfaiteurs. Et ces infractions, elles ont été appliquées à des militants, notamment les militants écologistes qui luttaient contre l'enfouissement des déchets nucléaires, contre les personnes. Donc risque de dérive, d'après vous. Comme toutes les lois, Gérald Darmanin toutes les lois qui ont été votées depuis 2015, après les attentats et depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, ces lois vont finir par s'appliquer à tout le monde. Je vous donnerai le mot de la fin, Éléonore Carrois. Il y a une CMP, une commission mixte paritaire la semaine prochaine pour tenter de se mettre d'accord sur le texte entre le Sénat et l'Assemblée. Sur quel point vous allez être particulièrement vigilante? Qu'est-ce qui pourrait vous amener à voter en deuxième lecture ou en lecture définitive ce texte? Justement, ces différents points que nous avons évoqués, je pense qu'il faut voir comment ils sont modifiés. Les améliorations que l'Assemblée nationale a apportées, à mon sens, avec toute une série d'amendements qui ont été adoptés, notamment le fait d'avoir le droit d'avoir son avocat, c'est quand même la base, et que les avocats ne soient pas traités comme des complices de leurs clients. Ça aussi, c'est la base. Et parfois, dans ce texte, il y avait une forme d'amalgame qui était faite. Eh bien, si toutes ces dispositions-là sont maintenues et si certains articles aussi sont corrigés, eh bien, moi, je pourrais éventuellement voter ce texte, tout à fait. Vous ne le voterez pas. Saisine du Conseil constitutionnel dans la foulée. On a bien vu que toutes les dispositions étaient passées avec les voix de l'extrême droite, et une CMP qui va être à majorité LR, socle commun, RN. Il est évident que de nombreuses dispositions vont rester telles quelles. Elles vont peut-être être un petit peu atténuées, mais elles vont rester inconstitutionnelles. Et donc nous elles voterons seront contre censurées, et nous les saisirons. Eh bien, j'espère qu'une grande majorité d'entre elles seront censurées. Et si elles ne le sont pas, j'espère que des justiciables feront des questions prioritaires de constitutionnalité ensuite pour qu'elles le soient. Merci beaucoup, Éléonore Carrois. Merci, Gabriel Catala. Je rappelle